maïs est génétiquement modifié. Et dans mon exemple, on dira qu'il est transgénique parce qu'on lui a mis un gène étranger, un transgène qui provient d'où? De la bactérie. Maintenant, il y a d'autres manières de faire des modifications génétiques, je vais vous en parler tout à l'heure, avec les microbes alimentaires. Et notamment pour faire le colza, le tournesol dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas transgéniques et du coup qui échappent à la législation. Alors, basé là-dessus, il faut quand même savoir des petites choses, c'est que ce n'est pas si simple que ça quand même. C'est qu'on pourrait croire que c'est vachement chirurgical le truc. On prend un gène de bactérie, mais dans le maïs, voilà. Non, ce n'est pas chirurgical. Ce n'est pas chirurgical du tout, parce que la manière dont on va introduire le gène étranger dans la cellule, les méthodes, ce n'est pas des méthodes chirurgicales. Je vous donne un exemple. Voilà, ça c'est pour introduire des gènes dans les cellules de plantes. On fait un petit peu. Alors, nous déjà, on va le voir tout à l'heure, on est amené toutes les semaines, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, à mettre des gènes de n'importe quoi dans des bactéries. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Comment on fait? On prend le gène étranger, qu'on a plus ou moins bidouillé dans l'éprouvette, on le met au contact des bactéries, on leur fait subir un choc électrique dans un petit récipient avec 2 électrodes. Un choc électrique de 2500 volts une fraction de seconde, ça fait des trous dans la paroi des bactéries et le gène étranger, il rentre comme il peut. Et on nous dit que c'est chirurgical. Je ne sais pas si on utilise le choc électrique en chirurgie, j'espère qu'on ne l'utilise pas comme ça. Pour les plantes, même si je vous parle des microbes aujourd'hui, je vais quand même vous dire un petit mot comment on fait pour les plantes. Les cellules de plantes, on ne peut pas faire un choc électrique. C'est très difficile parce qu'elles sont entourées d'une paroi de pectine et de cellulose, qui rend la cellule très rigide. Et donc le choc électrique n'en vient pas à bout. Et bien à ce moment-là, on utilise d'autres techniques, et la plupart des plantes génétiquement modifiées qui sont cultivées sur la planète, eh bien, elles sont faites avec un canon à gènes. Vous voyez, ça rassure, un canon à gènes. Ça s'appelle la technique de biolistique. Comment ça marche? On utilise des microbilles. Elles sont toutes petites, on ne les voit pas à l'œil nu. Moi, je les vois sur l'écran, vous ne les voyez pas, c'est normal, elles sont microscopiques. D'accord? Ce sont des microbilles de tungstène, d'or ou de platine. Il se trouve que l'ADN a une affinité pour l'or, tant qu'à faire, pour le tungstène et le platine. Alors on met la construction génétique qu'on veut rentrer dans la plante dans un tube à essai, dans un liquide, on met les billes, l'ADN vient se coller sur les billes, on charge les billes dans un appareil qui ressemble à un petit revolver et on bombarde les cellules végétales en culture. Les microbilles passent à toute vitesse à travers la cellule, puis au passage, il y a éventuellement des gènes qui se décrochent et qui vont se mettre comme ils peuvent dans les chromosomes de la plante. Vous voyez, vous rentrez dans le bloc, vous voyez le chirurgien avec le machin à la taille, là. Non, c'est pas chirurgical. On ne maîtrise pas l'endroit où ça va, le nombre d'exemplaires, etc., etc. Mais on nous dit que c'est chirurgical. Et puis, la protéine, là, vous voyez, je l'ai faite plus ou moins en tortillon, comme ça. C'est pas simplement par souci esthétique que j'ai fait ça. C'est que simplement une protéine, une fois que toutes les perles ont été enchaînées pour fabriquer le collier de perles, elle se replie dans l'espace. Et elle se replie par n'importe comment, elle se replie d'une manière extrêmement précise. Et la structure dans l'espace d'une protéine est tout aussi importante pour sa fonctionnalité que la nature et l'ordre d'enchaînement des perles qui la composent. Sauf que la nature et l'ordre d'enchaînement des perles, c'est le gène qui le dit. Mais le repliement, ce n'est pas le gène qui le dit. Ça dépend du pH, ça dépend de l'acidité, ça dépend de la concentration en sel, ça dépend de la température, ça dépend de la pression. Donc ça dépend de l'environnement de la cellule. Et l'environnement d'une cellule de bactérie, ce n'est pas l'environnement d'une cellule de maïs. Et donc quand on met un gène de bactérie dans le maïs, on n'est jamais sûr que la protéine de bactérie qui va être fabriquée dans le maïs parce qu'on lui a mis le gène de bactérie, va se replier comme elle aurait dû se replier quand elle est naturellement fabriquée dans la bactérie. Or, une protéine qui est mal repliée, ça peut avoir des effets anodins, ça peut avoir des effets fâcheux. N'oublions pas que les maladies à prions, maladie de la vache folle, Creutzfeldt-Jakob, etc., le prion, on appelle ça des maladies à prions, le prion, ce n'est rien d'autre qu'une protéine qui est mal repliée. Le gène est intact, les perles sont au bon endroit, mais la protéine, c'est mal replié. Alors, je ne dis pas que toutes les protéines mal repliées, ça fait des prions, mais prions pour qu'elles se replient bien, quand même. Et ça, ce n'est pas vérifié parce que ça demande appel à des techniques, ça fait appel à des techniques extrêmement coûteuses. On ne le vérifie pas. On dit, ah ben, j'ai mis une protéine de bactérie dans le maïs pour faire telle opération. Le maïs a l'air de faire l'opération en question, donc ça marche, donc c'est pareil. Eh ben non. Ben non, c'est pas pareil. Il peut y avoir des effets à côté à cause d'un mauvais repliement, etc. Et ça, on va voir que pour les microbes alimentaires, ça peut causer aussi un certain nombre de problèmes. Alors maintenant, je vais aborder les différents domaines.
la recherche fondamentale, le médical, pour finir par ce qui nous intéresse avant tout, les microbes alimentaires, le domaine agroalimentaire. La recherche fondamentale, c'est quoi la recherche fondamentale? C'est comprendre comment ça marche indépendamment de toute perspective d'application. C'est voilà, comprendre comment ça marche. Donc en génétique moléculaire, quand on veut comprendre comment ça marche, eh bien on est amené à faire des OGM. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc depuis qu'on fait des OGM, depuis, pour certaines techniques depuis un siècle, pour la transgénèse depuis les années 70, eh bien c'est essentiellement la recherche fondamentale qui est utilisatrice. Après, il y a eu des applications médicales, agroalimentaires, etc. Mais au départ, c'est essentiellement la recherche fondamentale. Imaginez que je veux déterminer la fonction d'un gène. Je fais de la recherche. Hein. Je pars par exemple d'un lapin. Je ne travaille pas sur le lapin, mais c'est le seul animal que j'avais dans mon logiciel, donc j'ai mis un lapin. Bon. Imaginons, je prends un lapin, j'extrais ses chromosomes, pas besoin de le tuer. Hein. Il suffit de prendre une petite goutte de sang, en général on pique dans l'oreille, on a une petite goutte de sang, on extrait les chromosomes à partir des globules rouges ou des globules blancs. D'accord? Vous savez, ceux qui ont déjà donné au commissariat, on vous prend des cellules dans la joue avec un coton-tige pour extraire votre ADN, pour faire vos empreintes génétiques. Bon, avant, c'était réservé pour les gros crimes, hein, c'est-à-dire pour les pédophiles. Maintenant, ça s'est étendu aux faucheurs d'OGM. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, bon, vous savez ça, hein, on vous prend. Bon. Donc, il n'y a pas besoin de tuer l'animal, on a les chromosomes. Il y a 23 chromosomes chez le lapin, comme chez nous, peu importe. Et imaginons, par une technique informatique ou autre, j'identifie un gène. Et je dis, tiens, à quoi il sert ce gène chez mon lapin? Eh bien, c'est un sujet de recherche, comme un autre. Hein. Comment on fait? Ben, on fait quelque chose qui n'est pas spécifique à la biologie, qui est valable dans tous les domaines de la science. Quand on veut savoir à quoi sert quelque chose, on le casse. Et on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne plus quand c'est cassé. J'y connais rien en mécanique automobile, j'ouvre un capot de bagnole, je vois de la porcelaine blanche dans un tas de cambouis. Ça m'est arrivé en plus, j'ai un grand frère qui était, malheureusement il est parti, mais qui était mécanicien, et j'étais un peu plus jeune, et je regarde, je lui dis, mais c'est quoi la porcelaine blanche là? Mais il dit, enfin Christian, c'est les bougies. Moi ça me fait une belle jambe, je ne sais pas ce que c'est les bougies. Mais je suis curieux de nature, je veux savoir à quoi ça sert la bougie. Il ne m'a pas laissé faire, mais vous prenez un marteau, vous cassez la bougie, la bagnole ne démarre plus, vous en déduisez que les bougies sont nécessaires à l'allumage. Voilà. Eh bien, nous, c'est pareil. On a un gène, on ne sait pas à quoi il sert, il casse. Le lapin, il n'entend plus. Tiens, ça doit servir dans l'audition. Il ne voit plus la vision, il se met à boiter. Voilà. Ou la Société Générale fait plus faillite. Tiens, ça doit être le gène du trader. Bon, voilà, enfin, c'est le principe. Alors, ce gène, pour l'inactiver, pour le casser, il va falloir le sortir des chromosomes. Pour le sortir des chromosomes, on utilise des ciseaux. Alors, ce n'est pas des vrais ciseaux. Ce sont des protéines, des colliers de perles, des enzymes bactériennes, dont la spécificité est de couper l'ADN à des endroits précis dans la double hélice, en fonction de l'ordre de succession des 4 lettres. On a toute une batterie de ces enzymes, de ces ciseaux moléculaires, dans nos congélateurs à moins 20 degrés. Et elles coupent à différents endroits. Donc on choisit de façon à ce que ça coupe en amont et que ça coupe en aval, et on va, avec nos ciseaux, sortir le gène qui nous intéresse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais peu importe. Et une fois qu'on aura ce gène, il va falloir le rendre inactif, lui foutre le coup de marteau dessus, le casser. Et pour faire ça, il nous en faut des grosses quantités parce que ça demande plusieurs étapes et à chaque étape, on en perd 95%. Donc si on n'en a pas beaucoup au départ, il ne reste plus rien à la fin. Donc il en faut des grosses quantités. Comment on fait pour en avoir des grosses quantités? On met ce gène dans des bactéries. Ce sont des bactéries qui sont dans notre intestin, les fameux Escherichia coli, hein, les colibacilles. Ce sont des bactéries qui sont donc dans notre intestin et on va à ce moment-là eh bien, sortir, on en a plein, les congélateurs à moins 80 de ces bactéries, hein, c'est la mascotte du biologiste, hein, ça, les bactéries en question. C'est très facile à récupérer, hein, on récupère ça dans les selles et on en a plein les congélateurs, enfin pas les selles, hein, des bactéries. Et à ce moment-là, on va introduire le gène dedans. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est très simple, un choc électrique de 1500 volts, ça fait des trous, ça rentre. Alors il y a quand même des petits préparatifs à faire avant, des petites choses à faire après. Allez, 2 heures à tout casser. Vous faites ça à 4 heures l'après-midi, à 18 heures, vous avez vos bactéries avec le gène de lapin dedans. Alors j'ai pris gène de lapin, moi je le fais avec des gènes de champignons, ça dépend sur quoi on travaille, ça peut être des gènes humains. Et à ce moment-là, avant de quitter le laboratoire, à 7 heures le soir par exemple, eh bien, vous allez mettre votre petit tube avec les bactéries
qui ont reçu le gène de lapin, vous allez les mettre en culture dans un milieu qui contient des vitamines, du sucre, de l'azote, tout ce qu'il faut pour que les bactéries se multiplient, et vous allez mettre votre tube à 37 degrés dans un incubateur. Pourquoi 37? Parce que c'est là qu'elles vivent normalement, à 37. Donc c'est température idéale. Et à ce moment-là, elles se multiplient toutes les demi-heures. Si vous en avez 1000, à 19h, ça ne se voit pas à l'œil nu, 1000 bactéries. À 19h30, 2000. À 20h, 4000. À 20h30, 8000. À 1h du matin, 1 million, puis 2 millions, puis quelques heures plus tard, 1 milliard, puis 2000, comme à la Société Générale. Et alors là, le lendemain matin, on va récupérer un culot de bactéries comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On centrifuge le tube, on récupère toutes les bactéries qui sont au fond du tube, on les éclate, et on extrait le gène de lapin qu'on est capable de séparer des gènes naturels de la bactérie, je vous passe les détails, et donc on a une énorme quantité de gènes de lapin qu'on va pouvoir casser. Alors on ne met pas un coup de marteau dessus, on enlève des lettres ou on ajoute des lettres AGCT en plein milieu. Comme si vous rajoutiez la recette de la tarte au poireau au milieu d'un texte de Baudelaire, vous perdez la poésie, et bien c'est pareil, là on rajoute des lettres, le message génétique ne veut plus rien dire, les paires ne sont plus dans le bon ordre, et la protéine n'est plus fonctionnelle. Et on va remettre ce gène cassé dans le lapin. Alors ce n'est pas le même lapin que celui de départ, hein. On va refaire une fécondation in vitro, on va faire ça dans les cellules embryonnaires, on va réimplanter dans l'utérus de la lapine et on va récupérer des futurs lapros qui, dans toutes leurs cellules, ont un gène de moins. Et on va comparer les nouveaux lapins aux lapins de départ. S'ils n'entendent plus, j'ai dû toucher l'audition. S'ils ne voient plus, ah, j'ai dû toucher un gène de la vision. S'il se met à boiter, la fonction musculaire ou neuronale, etc. etc. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Parfois, on casse un gène, mais ça ne se voit pas dans les conditions de laboratoire. Ça fait quelque chose dans la vraie vie, mais ça ne se voit pas dans les conditions de laboratoire. Il faut en casser 2, 3, 4, 5 avant de voir quelque chose. Puis parfois, c'est le contraire. Vous cassez un gène, puis le lapin, il n'entend plus, il ne voit plus, puis il boite. Parce qu'un même gène peut être impliqué dans plein de choses. Mais ça nous donne des pistes pour essayer de comprendre la fonction. C'est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un outil. Et vous voyez que là, on a fait des OGM, puisque j'ai mis un gène de lapin dans la bactérie. C'est donc une bactérie transgénique. Ici aussi, j'ai fait un OGM. Vous allez me dire non, vous n'avez pas mis de gène étranger dans votre lapin. Pas forcément. Mais même si je n'ai pas mis de gène étranger dans mon lapin, j'ai bien fait un OGM, puisque j'ai modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques du lapin par suppression d'un gène et non pas par addition d'un gène étranger. C'est donc un OGM non transgénique, qui rentre dans la définition globale, mais pas dans la définition des transgéniques. D'accord? Donc vous avez ici illustré les deux aspects de ma définition. Alors, ce n'est pas parce que nous, on fait ça à tour de bras dans les labos que c'est bien. Ça pose aussi des questions. D'abord, cette technique, elle est intéressante pour nous, chercheurs, mais elle est comme toutes les techniques, elle a ses limites. Elle n'a pas d'intérêt si on l'utilise toute seule. C'est comme une clé de 10. Une clé de 10, c'est indispensable, une clé de 10. Mais si vous n'avez qu'une clé de 10 dans votre boîte à outils, vous n'allez pas faire grand-chose en bricolage. Ben nous, c'est pareil, imaginez, j'ai que ça comme technique, je casse un gène du lapin, le lapin n'entend plus, j'en déduis que c'est l'audition. Ça peut être des effets indirects. On marche sur la queue d'un chien, le chien aboie. On n'en déduit pas qu'il aboie avec la queue. Donc il faut faire d'autres expériences. Mais c'est des pistes, d'accord? Et puis ça pose des questions éthiques. Ça pose des questions éthiques. Les gens qui travaillent avec des animaux comme le lapin, ça pose la question de savoir jusqu'où a-t-on le droit d'utiliser l'animal au service de l'homme. Que ce soit dans les laboratoires pour faire de la recherche fondamentale, que ce soit dans les laboratoires de recherche médicale, comme je le disais tout à l'heure, où on utilise des lapins ou des souris transgéniques pour mimer des maladies humaines et tester des médicaments, ou que ce soit encore dans une arène avec un boucher habillé en paillettes. Ça, j'aime bien la placer, celle-là, je vous remercie. Voilà, donc bien sûr que ça pose des questions, mais différentes de celles posées par les OGM agroalimentaires, on va voir dans un instant. Prenons maintenant le deuxième domaine. Alors, je ne suis pas exhaustif, je prends juste un exemple pour illustrer. Le domaine médical, je serai encore moins exhaustif parce qu'il y a énormément de facettes d'utilisation des OGM, et notamment des microbes OGM, à des fins médicales. Je vais vous donner un seul exemple qui s'inscrit dans un domaine d'activité extrêmement important où on utilise énormément cette technique. La technique OGM, c'est la production de protéines médicaments. Les protéines, je vous ai dit, c'est quoi? Ce sont des énormes molécules, colliers de perles, qui sont formés de 20 petites molécules, 20 perles de couleurs différentes. Ces colliers de perles, ces protéines, ce sont les ouvriers des coopératives ouvrières végétales, animales, microbiennes. Elles ont toutes un rôle dans la nature. Ce rôle, on peut parfois le détourner ou l'exploiter pour faire un médicament, c'est-à-dire pour soigner ou soulager un enfant, un adulte, un animal, clinique vétérinaire également, etc.
Alors, le problème, c'est que si on veut faire d'une protéine un médicament, il la faut en grosse quantité. Pour l'avoir en grosse quantité, c'est compliqué. Parce qu'on peut aller la chercher, par